trois sorciers de Smart Bourse sont convoqués comme chaque troisième vendredi du mois avec une échéance trimestrielle en l'occurrence. Romain Dobré est avec nous en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Jean-Luc Hussac avec nous également. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade à nos côtés. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. Romain, je commence avec vous sur le bilan de cette échéance trimestrielle. Est-ce que c'est l'échéance de la complaisance ? Oui. Oui, non, je pèse mes mots parce que c'est un peu le sujet, je pense, du moment. Je pèse mes mots parce Oui, que oui, c'est le dilemme. Il y a pas mal de choses à développer sur le sujet. Oui. Complaisance, ça ne veut pas dire euphorie, déjà, pour commencer. Il y a pire que la complaisance. Oui, il y a un début de complaisance et il y a la complaisance. La complaisance, c'est justement, alors si on commence tout de suite par là, c'est que déjà, c'est un mot que tout le monde a à la bouche. Donc oui, il y a un peu de complaisance. Effectivement, ça se mesure. Moi, je l'ai fixé arbitrairement sous 15,40 sur le VIX. Donc on peut considérer qu'on entre en complaisance, on n'est plus en optimisme, techniquement, à court terme. Sauf que la complaisance, c'est une mesure de quoi ? C'est une mesure de la volatilité ou du ratio put-call sur les options, donc du niveau de couverture dans les portefeuilles. Il y a effectivement moins de couverture dans les portefeuilles en ce moment. Alors sur quel portefeuille et sur quels indices ? Il faut regarder aussi en détail. Et puis complaisance, ça peut être juste un signal de vulnérabilité pour peu qu'il se passe quelque chose sur les marchés qui les fasse baisser. Ça peut ne pas être le cas pendant des mois et l'indice peut rester en complaisance pendant très longtemps, puis passer en euphorie. Et je pense qu'on n'est pas en euphorie. On pourra détailler aussi pourquoi il y a quelques éléments qui laissent à penser que non. Donc, à court terme, et pour répondre tout de suite précisément à la question, on peut consolider un peu et ça peut se retendre un petit peu du côté de la volatilité, corriger quelques excès du côté du Nasdaq, 45% ou plus de hausse depuis ses points bas d'octobre, quelques divergences du côté des indices de participation sur le Nasdaq, oui, mais pour qu'on soit en euphorie, il faudrait que toutes les valeurs du Nasdaq aient toutes monté en même temps. On ne peut pas en même temps considérer que trop peu de valeurs du Nasdaq progressent et en même temps qu'on soit en euphorie. Il y a un paradoxe là-dessus. Par ailleurs, il y a d'autres signaux, côté activité small et mid caps par exemple, du côté de l'intérêt de la participation sur les marchés dérivés. Et là, on a des signaux intéressants pour cette échéance. On s'était vu la dernière fois pour l'échéance des marchés dérivés du mois d'avril. On considérait que post-échéance, il y avait un petit risque de retracement. Sur les indices européens, ça a été bien le cas. Deuxième échéance de consolidation, 1,76 de baisse pour cette échéance-là. Et 0,57% pour l'échéance du mois de mai. Sur les indices américains, c'est loin d'être le cas. On avait cette information intéressante de Bloomberg en février que les positions spéculatives short étaient importantes, qu'elles étaient débouclées en grosse partie. On se demandait comment le cash allait être employé. Est-ce que c'était pour revendre un peu plus haut ou pour rentrer dans le marché ? On a la réponse maintenant. C'était pour entrer sur les marchés américains. Je ne suis pas sûr que même ces mouvements-là aient permis d'utiliser tout le cash disponible sur les indices américains. Donc il y a une espèce de pain trade qui se met en place. C'est allé vite, c'est allé fort, mais on déborde des niveaux techniques majeurs et clés sur des indices comme le S&P. 4218, 4273, c'était une très grosse zone. 218, le gap baissier du 22 août dernier suite à Jackson Hole sur le S&P. 4273, un énorme niveau de retournement, celui en dessous duquel on avait construit toute la baisse qui s'était formée entre mi-2021 et début 2022 sur les indices américains. Donc repasser au-dessus et depuis plusieurs séances avec du volume, avec de l'intérêt, c'est important et on l'a fait en plus avec du soutien du côté des marchés dérivés. Si la position ouverte n'a quasiment pas bougé en Europe, on va le dire depuis les deux dernières échéances, mais on consolide depuis 2 mois et il semblerait que la tendance haussière soit réactivée. Nouveau plus haut sur le DAX, réactivation haussière sur l'Eurostoxx, réactivation haussière un peu plus tardive sur le CAC 40, mais ça a l'air d'être le cas, même si on va voir qu'on n'a pas beaucoup de soutien. Sur le S&P, au cours des 2 dernières échéances depuis avril, augmentation de la position ouverte sur les futurs de plus de 27%. Il y a de l'intérêt, il y a du soutien. On n'est pas monté sur rien du tout. Et puis les volumes en témoignent aussi, dont 22% au cours de l'échéance du mois de juin, qui est effectivement une échéance majeure. Donc il y a des phénomènes techniques qui viennent aussi expliquer cette hausse. Mais l'un plus l'autre explique que clairement, il se passe quelque chose. Donc oui, qu'on soit allé un peu fort, un peu vite, un peu brutalement, qu'on ait besoin de consolider, pourquoi pas. On approche de nouvelles cibles. 4e peut-être sur le Nasdaq, mais globalement, il y a quelque chose de fort qui s'est mis en place. Ouais. Bon, discussion autour du thème de la complaisance. Jean-Louis, le bilan de cette échéance pour vous, on pourra le détailler. C'est peut-être un angle intéressant. D'ailleurs, effectivement, l'Europe consolide à plat et en Europe, c'est vrai que le CAC a été un peu stoppé par le luxe, notamment ces dernières semaines. Il y a un peu moins de dynamique peut-être sur l'indice parisien aujourd'hui. Enfin, LVMH a perdu 11, on a récupéré 8%, donc le luxe, oui,
il a un peu freiné, mais c'est pas méchant. Alors moi, je pense qu'il y a zéro complaisance. Voilà, zéro complaisance. Et pour qu'il y en ait, et que ça entraîne une vulnérabilité, alors là, par contre, je suis d'accord avec Romain, c'est pas la complaisance, c'est pas un effet immédiat. Non. Hein. Alors, il faudra du temps. Donc déjà, on est revenu vers 10,5 de volatilité implicite à peu près sur l'échéance juillet, un mois, on va dire. Donc ça, c'est la vol parisienne, c'est ça que Ouais, vous mesurez. D'accord. Non, parce qu'on a le VIX comme référence en tête, mais voilà, sur le vol, la vol du CAC, on est tombé à 10,5. À la monnaie, sur un mois, à peu près, on est à 10,5, 11. Bon, c'est bas, mais c'est arrivé dans un contexte très particulier, où précédemment, toute la construction s'est faite avec des vols beaucoup plus hautes. Et les investisseurs, les différents acteurs du marché, même les spéculateurs, tout le monde est méfiant et reste méfiant. Et c'est ça qui est important. Il n'y a pas... alors quand on dit il n'y a pas d'euphorie, mais on est loin de l'euphorie, on est dans la méfiance. Vraiment. C'est pas la même étape que ce que décrit Romain, effectivement. Hein. Il n'a pas parlé d'euphorie, Romain. Non, au contraire. Moi, au contraire. Alors, moi, c'est vrai que je suis un peu plus dur dans mes propos. Ah ouais, je comprends. Côté, non, mais ça montre bien que c'est pas facile à capter le cycle des sentiments. On va pas se si loin, cacher. éloigné que ça, parce que derrière, dans son discours, j'ai entendu. Mais on sort juste de la méfiance. Il y a encore cette idée de méfiance dans la tête. Oui, mais bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a de la méfiance et il y a aussi des problèmes qui font que beaucoup d'investisseurs ne sont pas suffisamment investis encore. Vous savez, ce thème-là, il n'a pas disparu en 5 minutes. Parce que dans la descente, les gens, si vous voulez, à un moment donné, ils se sont posés des questions et j'achèterais à partir de combien. Alors en général, les retracements dits qui offrent une opportunité d'entrée, c'est à partir de 3,5% sur une tendance, si vous voulez, normale, c'est 3,5%. Mais là, précédemment, on n'avait pas eu une tendance normale. On avait eu un mouvement extrêmement violent. Donc, du fait qu'on est retracé à peu près de 6%, 5,8%, c'est pas méchant. Et il ne faut pas non plus se faire leurrer par les dividendes. On est obligé d'en tenir compte sur la période, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de dividendes, 70 points de dividendes sur juin, 100 points sur le mois de mai. On ne peut pas les écarter. Donc, cette richesse, elle est là, elle se réinvestit, etc. Donc, hors dividende, la baisse, la correction de 5,8% est beaucoup moindre. Non, c'est une baisse hors dividende, ça. Là, j'ai pas pris le PX1. Non, j'ai pris le dividende dedans. D'accord. Hein, j'ai rentré le dividende. En fait, j'ai pris le futur, tout simplement. On a les futurs. Alors attention, les futurs, maintenant, on a des taux d'intérêt qui s'appliquent maintenant sur les futurs. Hein. Les gens posent souvent, et les spreads, c'est combien, etc. Donc là, on a... Oui, non, mais tu as 10 points de spread, mais parce que tu as 20 et quelques points de taux d'intérêt et tu as 10 et quelques points. Moi, j'avais calculé pourtant 16 points de dividende à peu près, et donc il doit y avoir 26 points de taux. Enfin, ça varie. Hein. Le taux d'intérêt appliqué soit sur un mois, le Euribor, c'est quoi? C'est 3,3, 3,5 dans ces eaux-là, quoi. Donc il suffit de faire 3,5 et diviser par 12 et vous avez à peu près le montant du dividende appliqué, du taux d'intérêt appliqué. Bon, il faut en tenir compte. Tout ça, il faut en tenir compte. Alors, regardez les différences qu'il y a entre le contrat futur sur un contrat trimestriel comme le DAX, comme le SP500. On a des spreads qui sont assez importants. Donc pour moi, les marchés sont revenus un peu en arrière. Moi, c'était 7030, mon niveau de retournement de tendance. On ne l'a pas fait, on restait un peu éloigné. Et dans cette descente, au moment où le marché était un peu stressé, on ne voyait rien de méchant. Il n'y avait pas de vent, de relais. Il n'y avait pas de conviction vendeuse du tout. Jamais eu de pression baissière. Hein? Jamais eu de pression baissière. Il n'y a jamais eu de pression baissière. Et au contraire, on voyait des petites prises de position sur des valeurs. L'état d'esprit est resté... Je cherche des idées pour investir. Jamais il y a eu l'idée de il faut se tirer, il faut vendre, c'est fini. Et donc, le marché aussi nous a montré des capacités à rebondir multiples. Nombre de fois, on a rebondi. Alors on partait à la baisse le matin, et puis ça rebondissait. Parfois, ça repartait direct à la hausse, ça rebaissait, puis ça rebondissait. Donc, le marché nous a montré une très belle résilience, aucune fragilité. Et aujourd'hui...
Alors après, maintenant, qu'est-ce que les fondamentaux, qu'est-ce qu'ils vont nous réserver, ça on ne sait pas trop, hein, mais il y a tout pour qu'ils restent plutôt orientés à la hausse. Alors, l'idée de fond, c'était le potentiel est épuisé, franchir les 7005, 7006, ça va être compliqué. Quel serait le catalyseur? Il y a quand même beaucoup de menaces. Combattre l'inflation va réclamer encore des hausses de taux d'intérêt, en Europe en tout cas. Et combien? Et est-ce que ça ne va pas affecter la croissance économique, la dynamique, etc. Oui, ce bruit-là, ce questionnement-là, voilà. est permanent. C'est une sinusoïde d'espoir, oui, de désespoir. exactement. Et ce qui peut faire que le marché évolue, pourquoi pas, entre 7005 et 7002, d'une manière un peu erratique, mais il n'envoie pas de signal de retournement. Philippe, votre échéance, votre bilan, moi je notais de manière symbolique, là je sais pas, on a fait au plus haut sur le S&P, là 4470 hier en séance, quelque chose comme ça, enfin autour. C'est le niveau qu'on avait en mars 2022, au démarrage de la campagne agressive de hausse de taux de la Réserve fédérale américaine. C'est-à-dire que ça y est, le S&P est revenu sur les niveaux d'avant la lutte contre l'inflation menée tambour battant pendant 14 mois par la Réserve fédérale américaine. Et le Nasdaq 100 est revenu sur son niveau du 23 mars. Voilà. Et depuis le 23 mars, les volumes ont baissé de 40% à Paris. Voilà. Donc, je donne d'accord à tout le monde. Alors, c'est-à-dire que, oui, le marché est dans la complaisance. Mais en même temps, il y a de la méfiance. Non, il y a de la méfiance, etc. Non, mais plus personne se méfie. Il n'y a plus personne. Mais non, il n'y a plus personne. C'est plus un marché. Donc, de ce qui n'est plus un marché, on peut dire à peu près tout ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'on est dans la complaisance? Après la complaisance, on a l'euphorie, puis on a la hausse maniaque, on a la folie furieuse, et on termine avec la démence intégrale. Je pense que, par exemple, sur Nvidia, on est entre folie furieuse et démence intégrale. Mais sans euphorie, parce que ce n'est pas des gens avec un cerveau qui achètent. Voilà. Donc, il n'y a pas de sentiment, quoi. C'est pas un marché. C'est des robots. C'est de la... Bah bien sûr, Jean-Louis. Non, mais c'est des robots. Oui. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, ce n'est pas de l'investissement, c'est de l'allocation d'actifs et de l'allocation optimisée par l'intelligence artificielle. Nous, on découvre l'intelligence artificielle. Enfin, on fait semblant de découvrir l'intelligence artificielle, itérative, etc. Enfin bon, ça fait depuis 2006 ou 2007 que les plus grandes firmes d'investissement à Wall Street ont développé de l'intelligence artificielle qui est également capable d'analyser des textes, d'analyser tout ce qu'on peut aspirer sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., de tout traiter par mots-clés, etc. Ils ont des longueurs et des longueurs d'avance. C'est légitime de se battre avec les outils de son époque. Voilà. Donc, on ne peut pas leur reprocher d'utiliser Excel et aujourd'hui des logiciels un peu plus aboutis. Aujourd'hui, on se rue sur Nvidia, mais ça fait déjà 15 ans que l'intelligence artificielle est l'outil de base du marché. Donc c'est un marché, c'est pas la peine d'analyser sa psychologie. Vous n'analysez pas la psychologie de 40 clampins qui mettent 100 000 balles pour faire Mubus tous les jours, quand en face vous avez 99,74% d'ordre généré par des algos. Il n'y a plus personne. Donc il n'y a plus de psychologie à analyser. Ou si vous voulez, dans les années 80, quand on commence à analyse technique, on est une dizaine d'originaux, de gens un peu bizarres qui regardent et qui mettent sous forme de chandelles les évolutions des cours. Aujourd'hui, vous avez 99% d'analystes techniques qui essaient de comprendre s'il y a une psychologie chez les 0,5% qui passent encore des ordres en essayant de réfléchir à ce qu'ils font. Donc voilà, on a changé. En ce qui concerne le S&P, j'annonce quand même qu'on a battu le record d'encours sur les calls hier, sur le S&P. Record historique. Tandis que les volumes, dans le marché réel, sur le marché des titres vifs, continuent de chuter. Autrement dit, vous avez plein de gens qui pensent qu'effectivement on est dans des niveaux hors et au-delà de la complaisance, et que donc on va miser le minimum qu'on puisse miser au travers des futurs. Mais il y a aussi ceux qui regardent, des taux 5,25, 5,50, en Europe, ouf, 4,5. Quoi, le pivot, il n'y en aura pas. Pour ceux qui écoutent,
ça fait plusieurs mois que ce discours, enfin, il n'y a pas de surprise pour ceux qui écoutent les banques centrales. Un mot de ce que dit la D'accord. Fed, de ce que dit la BCE. Le marché ne croit pas. Il s'accroche à sa version. Peut-être que lors des dîners entre amis, Non, le marché a évacué les baisses de taux de fin d'année quand même là. ouais, bon. Bah Philippe, quand même, il y avait 4 baisses de taux pricées il y a encore un mois et demi. Bon, elles ont disparu. Elles ont disparu, elles sont reportées à 2024. Elles sont reportées, d'accord. Elles sont décalées. Ça veut dire non, on est bien dire quand même qu'il y a quelque chose qui a changé. On est en lévitation par rapport aux hypothèses qu'on formulait. On est en lévitation. Et quand on fait la synthèse de tous les éléments dont on dispose, à commencer par le krach immobilier qui se dessine, alors d'abord au Canada, en Suède et aux États-Unis, ça commence quand même à sentir mauvais du côté de l'immobilier de bureau. Donc on va avoir des centaines de milliers d'emplois perdus dans ces secteurs-là, puisque l'immobilier c'est tout. C'est la construction, c'est la rénovation, c'est l'équipement, c'est les fabricants de matériaux, c'est le banquier qui vous accorde un crédit et c'est l'agence immobilière. Donc ça va être un carnage. Tout ça, rien de ça n'est pricé. C'est garanti, c'est l'histoire qui nous dit ça, Philippe, que dans les bureaux, sur la partie office, il y a un problème peut-être. Après, il y a quand même une pénurie de logements aux États-Unis comme il n'y a jamais eu. Sur les demandes de prêts hypothécaires, on est à moins 73 en l'espace d'un an. Voilà, donc l'espace d'un an, bah oui, ça s'appelle un effondrement. Quand même. Bah oui, mais voilà. vous voyez bien donc, que dès que les taux se stabilisent, même avec des mortgages encore à 7%, la demande, elle peut repartir. Il y a des gens... On va avoir un rebond de 10% par rapport à moins 73, c'est absolument négligeable. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui regardent les fondamentaux, et parmi tous ceux qui opèrent sur les futurs et sur les calls du S&P, il y en a qui se sont dit, bon, quand même, là, j'ai déjà 18% dans la pocket sur le S&P, j'ai plus de 30% sur le Nasdaq, donc je vends quelques calls. Et puis quand vous vendez des calls, bon, sur le Nasdaq, ça va, c'est pas encore trop volatile, mais quand vous commencez à en vendre sur du Nvidia, il y a un moment, vous vous faites exploser. Et on a observé hier, alors ça va peut-être parler à Romain et Jean-Louis, on a eu ce qu'on appelle des anomalies de gamma. C'est comme des choses qui arrivent excessivement rarement. Et il y a des anomalies de gamma. Ça veut dire que tout le monde se rue sur les calls, et je pense que parmi ceux-là, il y a beaucoup de gens qui sont vendeurs short et qui ils sont bien contraints de se de protéger leur position, voilà. Oui, évidemment, de couvrir leur position. Donc le vendeur d'hier, qui pense avoir les fondamentaux pour lui, se retrouve l'acheteur de demain, et évidemment, là, il n'y a non seulement pas d'euphorie, mais c'est carrément harakiri. Alors, Jean-Louis, et puis je veux bien qu'on décrive un peu aussi la situation du Nasdaq spécifiquement, là, ce groupe de valeurs qui tient le marché américain. Là, sur les phénomènes de construction, oui, bien sûr que les marchés sont robotisés, comme tous les autres, mais il y a quand même des flux de capitaux. Derrière, il y a des flux d'intérêts plus ou moins importants. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut noter en France, mais on le retrouve un peu partout. C'est que normalement, il y a encore quelques années, tu avais au fixing la moitié du volume de la journée, à peu près. Donc tu faisais par exemple 2 milliards dans la journée et 1 milliard au fixing. Aujourd'hui, on fait 1,5 milliard dans la journée et 1,5 milliard au fixing. Ça veut dire que, en fait, les phénomènes parce que d'ajustement de delta, etc., qui sont faits souvent au fixing à 17h30, 5, ont pris, si vous voulez, une importance de plus en plus forte par rapport, justement, en effet, à ces phénomènes de conviction, de ramassage de titres, etc. Nous, c'est ce que j'essaie beaucoup d'observer, c'est les variations, par exemple, par rapport à l'ouverture. Je mets des palmarès par rapport à l'ouverture, pour voir quelles sont les valeurs qui sont ramassées ou offertes, etc. Ça renseigne. Mais on s'aperçoit que souvent, les volumes ne sont pas forcément importants, etc. Voilà, donc on a un marché, en effet, ça oui, c'est sûr, où les forces de conviction sont pas très importantes, mais il y a des flux de capitaux, il y a des capitaux qui tournent énormément sur les marchés dérivés, ça c'est une certitude. Tu disais que les calls, il y en avait de plus en plus que ça, mais parce que il y a quelques années, les calls, il n'y avait pas d'échéance tous les jours. Depuis quelques mois, ou 2 ans maintenant, il y a des options à échéance tous les jours sur le SP500, etc. Et notamment le dernier jour calendaire du mois. Et là, ça n'arrête... Donc c'est 40% du marché des options. C'est énorme. Aujourd'hui.
C'est énorme. aux Il y a États-Unis. un volume, évidemment, grâce à ces paris. Hein, parce que là, quand vous achetez une option à 1 ou 2 jours, c'est quand même de la spéculation, hein, point final. Mais bon, c'est vrai que parfois, moi, il y en a qui achètent systématiquement le call et le put avec des vols qui avaient bien baissé. Alors attention, quand il reste plus que 2 jours, il ne faut pas non plus se bercer d'illusions. On n'a pas une volatilité à 15 ou 14. Là, à ce moment-là, quand il reste 1 ou 2 jours, la volatilité appliquée à cette période, elle est plutôt de 30. Oui. Attention. Oui, c'est pas le même VIX, hein. Enfin, c'est pas le même. Pas donné non. les volatilités à ce moment-là. Mais les paris se font. Mais il y a quand même du monde. Et il y a un gigantesque marché qui fait qu'il y a de la gestion de delta, etc. Alors le gamma, après j'en sais rien, parce que le gamma, c'est la sensibilité du delta. Oui, absolument. C'est bien ça. Bon. Sur le Nasdaq, enfin, vos commentaires, Romain, et puis la structure de la hausse du Nasdaq, là, moi, j'aimerais bien qu'on revienne sur cette histoire de faible participation, et est-ce que c'est une source de vulnérabilité, de fragilité, ou est-ce que c'est potentiellement un signal de force, dans le sens où il y a une partie large du marché qui ne participe pas, justement? Alors, il y a plusieurs questions en une, mais sur la construction, oui, effectivement, on a vu des phénomènes de hausse de position ouverte hyper importants, même sur l'Eurostoxx. C'est pour ça que je publie toujours sur mon compte Twitter l'évolution de la position ouverte sur l'Eurostoxx et sur le CAC 40. Ça ne donne pas tout, mais ça permet de détecter des pressions. Alors évidemment, ça peut être lié à des stratégies, mais globalement, quand la position ouverte, donc le nombre de contrats futurs augmente, et que le marché augmente, l'indice de référence augmente, oui, c'est signe de pression haussière et vice-versa, de pression baissière, en tout cas globalement. Là, ça fait 2 mois qu'on n'avait plus rien. Et dans les 3 derniers jours, la semaine de l'échéance, je ne publie plus ces éléments-là parce que c'est faussé. Au moment de l'échéance, la position ouverte augmente systématiquement, quel que soit le sens, pour les questions de construction d'options. Les arbitragistes sont obligés d'augmenter leur position sur les futurs pour équilibrer par rapport aux positions d'options. Donc mécaniquement, il y a de plus en plus d'options, plus les options et les positions qui cohabitent entre l'échéance en cours et l'échéance suivante. Donc ça n'est plus significatif. Mais sur l'Eurostoxx, dans les 3 derniers jours avant l'échéance, les 4 derniers jours avant l'échéance, on a vu une augmentation de la position ouverte de 30%. C'est colossal. On n'a pas vu du tout de changement de la position ouverte à 5 ou 6% en 2 mois, et là, en 4 jours, 30%. Ouais. C'est colossal. D'où l'anomalie de gamma. D'où l'anomalie de gamma, c'est qu'en fait, il y a effectivement des opérateurs qui n'attendaient pas cette hausse-là et qui ne voyaient pas la réactivation haussière de l'Eurostoxx, qui surperforme le CAC 40 depuis quelques jours. C'est vraiment cette semaine, quoi. Exactement, cette semaine, qui ont été obligés d'intervenir. Donc, d'où mon petit doute à court terme quant à la solidité du marché. Mais à court terme, à moyen long terme, on a des signes de force et de solidité dans le marché, encore une fois. Donc, pas de doute, en tout cas, à ce qu'on peut en lire aujourd'hui sur ça. À plus court terme, effectivement, ça fait partie des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y avait des phénomènes techniques? Par ailleurs, effectivement, le discours de mercredi soir aurait pu faire baisser un peu les indices. Ponctuellement sur le Nasdaq un peu, et puis c'est reparti de plus belle. Mais vraiment... Oui, il fallait suivre ça à la minute pour voir effectivement que les indices ont pu écouter peut-être à un moment Jérôme Powell. Donc je me pose toujours la question, et on le voit, il y a beaucoup de mouvements, de bascules de marché, même de court terme de consolidation, qui se produisent autour des échéances post-échéances souvent. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de technique là? Oui, c'est certain, puisque y a effectivement une course après donc gamma, une course après un équilibrage de position et même en Europe des contre-pieds assez significatifs. Et effectivement une position ouverte sur les indices américains qui est historiquement haute, avec quand même pas d'éléments par ailleurs qui laissaient attendre ce mouvement-là. Donc petit excès de court terme possible, moyen-long terme, il y a de la solidité effectivement. Et quant au Nasdaq, oui, il y a des indices de participation qui donnent le fait, qui rappellent à des moyens. Alors, quand on dit qu'il y a peu de valeurs qui participent, oui, au début on disait, alors il y en a que 5, et puis maintenant c'est 10. À chaque fois, cette inquiétude évolue. Donc je rejoins tout à fait ce que dit Jean-Louis, c'est pour ça que ça dépend à quel horizon de temps on se place. Oui, il n'y a pas de complaisance de fond sur le marché, il y a une complaisance graphique que moi j'ai fixée arbitrairement sur le VIX à moins de 15,40. Entre 12,10 et 15,40, on entre pour moi en complaisance, mais c'est du court terme. Globalement, si on devait donner une gradation sur le marché et expliquer un peu les choses, pour les options, sur le CAC 40, on dit, et de façon générale, quand on mesure le ratio de couverture dans les portefeuilles, on dit que quand un ratio est équilibré, il est entre 0,80 et 1,20. C'est-à-dire qu'on divise le nombre d'options de vente par le nombre d'options d'achat. On le fait proche de l'équilibre, proche du cours actuel du CAC 40, donc proche de la monnaie, et on doit observer un niveau qui est entre 0,80 et 1,20. Il y a quelques mois, c'était 2. Il y avait 2 options de vente pour une option d'achat. En octobre, c'était 2 options de vente pour une option d'achat. Aujourd'hui, c'est 0,90. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus proche du bas. Il y a plus qu'une option d'achat pour une option de vente. Donc, on approche c'est plus de l'optimisme qu'on avait à 1,10. C'est
plus complaisant. Ça ne veut pas dire euphorique. Euphorique, c'est sous 0,8, c'est 0,7. Alors, c'est une gradation de moyen long terme. Maintenant, à court terme, il y a ces petits phénomènes d'excès qui doivent être gommés. Comment ça se passe? Quand il court après le papier comme ça, on l'a connu il y a quelques années, avec une explosion du Nasdaq, je crois que c'était septembre 2021. On a vu une explosion à la hausse du Nasdaq. Et pendant des semaines, ensuite, on a échappé, à mon avis, à un très mauvais mouvement. C'était Covid. Et donc, tous les gens qui se retrouvent avec des pensions aux États-Unis ont commencé à les investir sur les marchés, sous forme d'options. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des gens qui achètent des options? En face, il y a des market makers, des arbitragistes qui fournissent les options, qui les vendent. Il faut qu'ils achètent des titres. Donc, ils achètent. Les options arrivent à échéance. Ceux qui ont gagné se retrouvent gagnants, ils débouclent leur position. La position est terminée. Est-ce qu'ils la réinvestissent ou pas le mois suivant? C'est autre chose. Reste que les arbitragistes, eux, continuent à se retrouver avec des positions de titres qu'ils doivent déboucler doucement. Et on a vu le Nasdaq se baisser pendant 1 mois et demi, 2 mois, gentiment. Il n'y a pas eu de phénomène de panique. Mais compte tenu de l'importance de la taille, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je pense qu'il y a un excès aussi de ce côté-là et qu'effectivement, sur quelques valeurs, ça a été très fort et très concentré. Tesla, record de 14 séances de hausse d'affilée sans aucun retracement. C'est pareil, c'est des phénomènes un peu... 18 séances de hausse sur 21. 18 sur 21. C'est quoi, comment vous dites, la camisole, c'est ça? Algorithmique. La camisole algo. Donc voilà, j'en avais même raté. Mais voilà. Donc on a assisté à des phénomènes d'excès. Il y a des options derrière tout ça. Il y a donc des positions de titres qui vont devoir probablement être débouclées. Et c'est ça qui me fait penser à court terme que ça peut consolider un peu, mais je dis consolider, si sur le Nasdaq on perd 8-10%, à mon avis c'est le maximum. Et imaginez que sur Nvidia, on baisse, qui a pris 300% depuis le mois d'octobre, on baisse de 15 à 20%, je pense qu'il y aura des acheteurs. Parce que il y a beaucoup de monde qui ont raté ce mouvement. Et puis une dernière chose aussi, c'est du côté du luxe, puisqu'on en parlait à Paris. On a quand même baissé le 23 mai avec du volume, et beaucoup de volume, des volumes très supérieurs à la moyenne. C'est pas un drame, mais on sait que sur les valeurs fortes de l'indice CAC 40, quand on baisse avec du volume comme ça, c'est un coup d'arrêt au moins pour un moment dans la tendance. On a un plafond de verre 2012 sur Hermès, c'est un niveau à surveiller. Bon, Nvidia, le thème de l'IA, je sais pas, Philippe, ça m'intéresse de vous entendre là-dessus. On en est où de la hype là? Parce qu'on sent quand même que c'est puissant, qu'on va pas arrêter peut-être d'en parler dans 3 semaines, quoi. C'est un truc qui peut être durable, comme thème. Nvidia. D'autant que ça existe depuis 10 ans, comme vous le disiez très bien. Voilà. Nvidia, on remet au goût du jour l'image de la ruée vers l'or du Klondike. Oui. Et Nvidia vend les pioches et les brouettes aux chercheurs d'or, d'intelligence. C'est assez smart de se dire qu'on va acheter le vendeur de pelles et de pioches, quoi. Alors AMD dit, et nous aussi, on fait des processeurs super rapides, etc., pour faire des trucs pas très intelligents. Donc tout le monde essaie de tirer un peu le truc quand même, en disant, moi aussi, je fabrique des composants. Bon, alors c'est vrai que Nvidia a quand même un leadership. Bon, alors maintenant, le titre se paye 128 fois les bénéfices. J'ai calculé hier 24,7 fois son chiffre d'affaires. Aucune valeur, jamais au monde, en 100 ans ou 150 ans, jamais une valeur américaine de plus de 500 milliards de capitalisation ne s'était payé plus de 10 fois le chiffre d'affaires. Là, on est à 24,5. Donc, il faut bien débuter. Voilà, on découvre quelque chose qu'on même on n'a jamais pu observer ça pendant la bulle des dot-com. Jamais. Voilà. Donc ça fait plus de 1000 milliards et plus ça va grossir, plus ça va être acheté, bien sûr. Mais c'est un thème qui se diffuse. C'est juste Nvidia aujourd'hui ou on voit quand même... Non, mais ça devrait bien favoriser Microsoft, ça devrait favoriser d'autres chercheurs. Mais je le disais à propos des logiciels de gestion, ça fait déjà très longtemps bien que l'intelligence artificielle... Non, mais là, c'est la révélation au grand public avec des applications d'usage qu'on n'avait pas l'habitude, nous, de voir en tant que personne du grand public. Oui, mais c'est parce que d'un seul coup, le grand public s'empare de ça, tous les gérants le disent, mais alors que c'est pas une révolution qui nous tombe dessus. Alors c'est vrai qu'il y a ChatGPT. Non, mais ça peut être un accélérateur pour un certain nombre d'investissements dans ce thème de l'IA générative, de la robotique et d'usage qu'on n'avait peut-être pas imaginé pour un certain nombre de secteurs. Ça arrive au moment où on cherchait désespérément des idées d'investissement. Donc il y en a 2 qui ont émergé, c'est le Japon. Et c'est effectivement l'intelligence artificielle. Et puis il y a un secteur qui est en train de se prendre des coups, de se faire tabasser quasiment toutes les semaines. Il y a un nouveau truc qui lui dégringole sur la tête. C'est le secteur des cryptos. Et tout le monde y va. La SEC, la Fed, tout le monde dit
faut réguler. Alors déjà, vous dites réguler dans ce truc-là, c'est déjà vous faites sur tout le monde. Vous dites que les plateformes, c'est des escrocs ou qui sont pas autorisés, alors que ça faisait déjà 8-10 ans que vous les laissiez faire. D'un seul coup, ils ont plus le droit. Non, on voit bien qu'il y a une intention derrière tout ça. C'est de commencer à dégager le terrain, à mon avis, pour les CBDC. Sinon, ils auraient très bien pu laisser tout ça prospérer tranquillement. En plus, ça, on est à moins de 1000 milliards en cours sur les cryptos. C'est pas méchant. Même ça, c'est plus tolérable. Enfin, ça a été préannoncé. Enfin, on savait bien qu'il y avait à un moment une lame régulatoire qui allait arriver. Enfin, je suis pas un spécialiste du secteur, du sujet et du dossier, mais ça fait un moment que j'en entends parler, que ça fait partie quand même des craintes de tout le monde. Enfin, des craintes de ceux qui sont dans le... C'est ce que je dis. Oui. Les outils étaient dans la boîte. Et là, on les sort les uns après les autres. Donc là, c'est Binance, Coinbase. On leur dit, voilà, ce que vous faites, vous n'êtes pas forcément autorisé à... Ou les cryptos, on ne sait pas si c'est des securities, des commodities. Ça, c'est le vrai sujet aux Et puis États-Unis. demain, on s'attaquera au Tether, au Tether. On dira, faut vraiment vérifier, etc. Est-ce qu'ils ont bien les liquidités? Est-ce que c'est normal que Tether ait maintenant des revenus qu'il redistribue, etc. Il y a encore plein d'angles. Et puis, les obligations déclaratives pour tout achat de crypto. Enfin, on voit que là, il y a une offensive qui est lancée. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui? Comme les gens ne veulent pas sortir des actions, ils ne savent pas trop quoi faire de l'argent quand même. Bon, on verra. L'IA sera soumise à une forme de régulation, j'imagine, à un moment. Enfin, ça va être un sujet qui va monter en puissance au fur et à mesure que le thème se développe, j'imagine. Oui, et l'IA ne fera pas que des gagnants. Ah ben non, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le thème IA, on voit beaucoup les gagnants, mais il y a toute une partie du marché qui, pour l'instant, est jugée perdante, en tout cas du point de vue boursier. Les small, je voulais qu'on en parle parce que ça frémit. Jean-Louis ? Moi, je trouve pas trop. Il y a de la spéculation, mais franchement, il ne faut pas se tromper de dossier, quoi. Voilà. C'est le principe de l'investissement boursier. Hein. Ouais, sauf que on a parlé de Balios, ok, il y a eu d'OPA, mais la valeur s'était complètement effondrée. Moi, ce que j'écrivais, c'est que pour une Balio, il y a 5 Walix, où vous arrivez le matin, on vous dit il y a une augmentation de capital, mais ça y est, elle est déjà souscrite, il n'y a pas de droit de souscription, et rentrez chez vous, et on ouvre à moins 20 ou moins 30. Donc, ça, c'est franchement très désagréable. C'est prendre les investisseurs pour les imbéciles, surtout que quelques jours avant, on voit des ventes appuyées où le titre avait déjà perdu 10-15%. Jamais d'enquête. Mais c'est incroyable. Non, mais c'est pas une fois de temps en temps, c'est tout le temps. Donc, non, je trouve ça très désagréable. Donc, moi, j'ai pas envie de participer à ça. Donc, c'est vrai que je fais plus trop de mid et small. Vraiment, ça a moins d'intérêt pour vous aujourd'hui. Ah oui, moi déjà la liquidité est faible. Pour rentrer sortir, c'est pas évident. C'est-à-dire que on trouve quand même quand on dit mid et small, c'est très large quand même. Ça va d'entreprises qui pèsent quelques millions, dizaines ou centaines, à des entreprises qui peuvent capitaliser un bon même un bon milliard quand même. Et qui ont un peu d'existence aussi. Ouais, voilà. Je veux dire, il n'y a pas que des concept stocks non plus, où il n'y a pas que des boîtes. Non, mais à un moment donné, il faut se fixer des limites. Vous voyez, comme Casino, ça spécule à bloc dessus. Mais attends. Il y a une grosse spec sur Casino. Bon, moi, j'étais dessus, je suis sorti parce que j'en avais acheté un peu. J'ai vu plus, j'ai vu moins, j'ai revu plus, j'ai revu mon prix, hop, je suis parti. Non, mais là, c'est vraiment purement. C'est pas un dossier, c'est un dossier crédit, casino, mais c'est de la spéculation. J'ai tendance à me reculer. Oui. Sur les. On achète ce qu'on croit, etc. Moi, ce que j'observe, c'est que Bernard Arnault achète du LVMH, que Bouygues achète du Bouygues et du TF1. C'est ce qu'ils connaissent le mieux, peut-être. Mais moi, ça me plaît parce que je me dis qu'après tout, ils ont une grande confiance et que, voilà, c'est important à suivre et à regarder. Sûr, les insiders. Et regardez bien ce que font, là, sur le site de l'AMF, c'est bien détaillé. Vous avez tous les achats de dirigeants, etc. Ou les ventes. Des informations importantes, éclairantes. Oui, parce que. Alors, c'est pas pour demain, ça ne veut pas dire que demain matin, la valeur va monter, mais ça veut dire que, voilà, il y a quand même une certaine confiance dans ces valeurs. Alors, du coup, le patron de Vidia l'a vendu pour 200 millions. Oui, non, mais d'accord, mais c'est pas. Enfin, ils ont des options, des opportunités, des fenêtres de tir. Je veux dire, quand votre cours de bourse a pris 300%, que vous avez une fenêtre de tir pour vendre un peu de vos actions, si vous le faites pas, c'est quand même que. Ils ont besoin de liquidité pour payer leurs impôts. Oui, il y avait en plus les échéances fiscales.
small et mid cap, small cap. Ah oui. Oui. Ça a bougé beaucoup pour nous. D'ailleurs, c'était un de nos chevaux de bataille, c'est qu'on disait que l'indice, sur les indices en Europe, probablement moins de choses à faire, mais que sur les small et mid, ça commençait à frémir, et ça a été le cas. Il y a eu de beaux mouvements, et sur plusieurs. Après, effectivement, des dossiers, alors ce qui ont bénéficié de phénomènes d'annonce, Carbios, subvention, Française de l'énergie, découverte d'un champ, mais il y a des belles valeurs comme Rexel, Manitou, qui se comportent pas mal, Micropole, Obey, Neurone, qui sont déjà un peu mieux valorisés. Il y a Calrec qu'on découvre un peu après, qui est repassé au-dessus de son cours d'introduction. Guillemot qui se réveille aussi. Calrec, Nvidia aussi, non? Calrec, c'est dans le domaine tech, effectivement. Avec Nvidia, c'est pas encore complètement officiel, mais effectivement. Donc il y a tout ça. Garbet. Et voilà, on en parlait. Garbet aussi. Donc oui, il se passe des choses et des mouvements qui sont quand même significatifs, étayés avec du volume. Alors pour toutes, c'est pas bon. Pour être transparent, on a travaillé sur un Nacon. On s'en sort bien parce qu'on avait pris du bénéfice et qu'on avait mis un stop flat. Mais Nacon, justement, elle a consolidé pas mal. C'est la filiale de Big Ben Interactive dans le domaine du jeu vidéo. Ça frémissait bien, ça n'a pas confirmé. C'est ça qui me fait dire aussi qu'il n'y a pas d'euphorie. On ne les paye pas toutes. Et donc, quand c'est un peu cher, ou alors dans un autre registre, Elior, qui donnait des signaux graphiques intéressants, qui a été sanctionné parce qu'elle n'arrivait pas à marger autant que ce qu'on escomptait. Donc, même s'il y a des bons signaux, ça ne confirme pas toujours, effectivement, mais il y a de très belles choses sur une bonne partie d'entre elles. Et donc, voilà, pour moi, le signal intéressant, c'est qu'il y a de l'activité, qu'il se passe des choses, qu'il y en a encore, et que quand ça ne marche pas, le marché ne se gêne pas pour solder. Ce n'est pas un contexte d'euphorie. En revanche, on peut, pour donner une gradation aussi, indiquer que c'est souvent des phénomènes de fin de cycle quand on se met à s'intéresser au small et mid. Mais quand je dis fin de cycle, c'est pas pour 15 jours, hein. C'est peut-être la dernière année ou une phase, une nouvelle phase. Voilà, c'est que on va peut-être avoir du mal à les repayer, comme je le disais, Hermès ou LVMH, très fort, très cher, et avoir les mêmes pourcentages de progression. Donc ces valeurs-là, c'est peut-être des mouvements qui peuvent être intéressants, mais il y a sur des indices globaux de la participation. Il nous reste 3 minutes. Tour de table sur les devises. Philippe, où va le dollar? Allons-y, le dollar. Une minute chacun. Il vient de casser un support. Voilà, il passe souvent à 0,9 face à l'euro. Menace de retomber sous les 102 $ index. Ça n'a pas une bonne tête, hein, pour dire les choses. Voilà. Le yen non plus. C'est vrai. Donc là aussi, il a bien rebaissé. Il a bien rebaissé. Voilà, alors pour la plus grande gloire des exportatrices à Tokyo. Donc ça va. Du coup, l'euro se trouve un petit peu renforcé, ce qui est plutôt bon pour l'inflation. Là, on a une monnaie qui d'un seul coup a plus de pouvoir d'achat. Alors c'est en relatif, mais enfin quand même, on paye beaucoup de choses en dollars encore. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, je dirais, pour l'inflation, pour l'éventuelle modération du discours de la BCE. Aux États-Unis, la faiblesse du dollar, à mon avis, elle traduit quand même quelque chose sur lequel il va falloir qu'un jour ou l'autre, on se penche dessus. J'en termine avec ça. 500 milliards à lever avant la fin du mois de juin, 1200 milliards à lever avant la fin de l'année. Alors la Fed va émettre surtout les T-notes, des échéances. C'est du T-bills, hein, surtout. Voilà, c'est ça. va être du court. Pour pas peser sur la partie longue de la courbe. Mais enfin, c'est quand même un sacré appel d'air. Je ne sais pas d'où on va sortir. Qui va acheter cette... bon. C'est très concentré, c'est vrai que c'est intense comme expérience. C'est aussi un report de toutes les émissions que le Trésor n'a pas pu faire depuis le début d'année en raison du blocage du plafond de la dette. Donc voilà, c'est aussi... ça fait pas beau. C'est un peu assommant en quelques mois. Ça fait beaucoup de sous. Ça fait beaucoup de sous. Euro-dollar. L'euro-dollar, oui, sa hausse, en fait, diminue fortement l'inflation importée, ça c'est évident, donc c'est plutôt pas mal pour les marchés, mais après, quand le dollar baisse, c'est plus facile d'exporter, enfin, etc. Il y a eu un gros signal de reprise la semaine, c'était quand? C'était mercredi, jeudi, il y a eu des beaux signaux, et puis dès qu'on a franchi un 0,7, 50, 80, c'est reparti, on a fait un pullback, on est revenu un peu en arrière, on est reparti. Objectif prochain, là, c'est 1,1030. Donc moi, j'avais 1,0940, ensuite 1,1030, et puis pourquoi pas, repartir vers des plus hauts, c'est possible. Hein. Il y a eu, en fait, le déclencheur, c'est les taux souverains européens qui ont progressé beaucoup plus fort, là, ces derniers jours, que les taux souverains US. Voilà. Donc on a...
on a eu une réaction immédiate sur C'est l'euro cohérent, dollar. quoi. Oui. Oui. Voilà, là, il y a une vraie cohérence. Mais C'est ce qui m'inquiète. vous vous souvenez, il y a 2 mois, on disait déjà 2-3 mois, en ce moment, il y a une vraie cohérence entre les taux et le comportement de l'euro-dollar. C'est un peu propre. C'est ce qui vous inquiète, Romain? C'est un peu trop propre. C'est trop propre. Ben, on a débordé la ligne de tendance baissière en débordant à 0,520, à 0,720, effectivement, on accélère. Un 11, on bute dessus, on fait ce qu'on appelle un throwback, on retourne tester cette ligne-là de façon absolument parfaite et on repart à la hausse sur l'euro. On déborde un 0,720, un 0,8, un 0,930. Un 11,11, c'est effectivement le plafond de verre. Et je trouve ça effectivement un peu trop propre pour un Ouais, ça allait vite, hein, qui, quand même. qui est Ouais. rarement aussi propre que ça graphiquement. Ça pourrait peut-être swinger un peu plus dans les jours qui viennent. C'est trop propre pour être honnête. Bon, alimenté alors par la séquence Banque centrale de la semaine, hein, c'est vrai que Oui, voilà, voilà. le Fed BCE, c'est pas mal reflété dans la parité euro-dollar après les communications qu'on a pu avoir cette semaine. Merci messieurs les sorciers, on se retrouvera une prochaine fois effectivement. Alors il n'y aura pas d'échéance en juillet, on va faire une petite pause estivale, mais on sera ensemble à la rentrée pour poursuivre ce rendez-vous. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil, et Philippe Béchade, le président des Éconoclastes et rédacteur en chef de la Bourse au quotidien.